Alors, pourquoi Bullet Park? Je suis tombé par hasard sur ce livre. J'ai pas de manière de prospecter. Je lis des romans, pièces de théâtre, tout. Et voilà, je suis tombé là-dessus. Je connaissais pas cet auteur et je l'ai lu et je me suis dit, voilà, ce qu'il décrit dans ce roman-là, les personnages qu'il dresse sont vraiment intéressants. C'est toujours l'aspect humain qui m'intéresse quand je lis quelque chose, en dehors du style et de ce que ça raconte. Enfin, ce que ça raconte, c'est aussi important. Là, il se trouvait que l'histoire plus les personnages, ça faisait un tout qui était, voilà, qui m'a plu et j'avais envie de travailler sur cette époque, puisque ça se passe dans les années 60-70, avec l'émergence de la publicité aux États-Unis, la société de consommation qui se crée après la guerre, et de voir ce que cette société de consommation a engendré comme être humain. Et parce que ce Bullet Park parle vraiment de ça, quoi. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir que les êtres humains qui ont été construits qui ont été créés dans ces années-là, enfin qui ont existé, sont pas si éloignés de la société dans laquelle on est aujourd'hui, et que voilà, ça me paraissait intéressant de travailler sur cette époque-là et sur ce que cette époque a généré comme philosophie de vie, comme mode de vie, comme carcan aussi, puisque Bullet Park parle aussi de la naissance des banlieues pavillonnaires, avec cette uniformisation du mobilier, de la voiture, du jardin. Et voilà, qu'est-ce que ça crée comme être humain? Ça crée des êtres humains assez normés, finalement, qui ont un point de vue assez arrêté sur les choses, sur la vie, sur l'éducation des enfants, sur le travail, sur la place de la femme dans la société, sur la morale. Et donc ça, c'était un aspect du roman. Et puis l'autre aspect, c'est aussi ce que cette société a généré comme être humain qui, quand il n'arrive pas à jouir de ça, de cette société-là, de consommation, qu'est-ce que ça crée comme être humain, donc des êtres humains plus fragiles, plus chaotiques, plus déséquilibrés. Et qu'est-ce qui se passe quand ces deux mondes-là se rencontrent? Et voilà, que ça crée des étincelles et ça crée du chaos. Voilà, c'est un peu, en gros, en résumé, je dirais, des motivations. Et comment vous allez exploiter justement ces années 60 en Amérique? On ne sait pas trop encore. On n'a pas décidé de faire une adaptation qui serait comme à l'époque, quoi. Pour le moment, on réfléchit à des costumes, à des coiffures ou pas. De toute façon, c'est tellement universel qu'on peut tout à fait imaginer que ça se passe aujourd'hui. On ne veut pas appuyer... il ne s'agit pas de faire un portrait des États-Unis dans les années 60 et un peu à la Mad Men où on voudrait avoir les costumes, le mobilier qui correspondent à l'époque. C'est du théâtre, donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est ce qui se joue humainement entre ces gens-là et pas tant la réalité vestimentaire ou voilà, de cette époque-là où dans la scénographie, travailler sur un décor vraiment années 60. On veut se laisser la liberté de mettre en avant les personnages et pas le contexte sociologique, sociologique de l'époque. Non, ce qui m'a touchée quand j'ai lu le roman, Rodolphe m'a dit « lis ça », je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis adapter un roman au théâtre, c'est une nouveauté pour nous quand même. C'est Rodolphe et Katia Hunsinger qui ont fait l'adaptation. Et ce qui m'a touchée, c'est de me rendre compte à quel point, et comme chez Tchekhov, ça parle de nous en fait. C'est la moyenne bourgeoisie en fait. Et très vite, on abandonne l'idée. Alors il y a quelques références un peu datées qu'on gardera ou pas, peu importe finalement. Ça parle de nos vies à nous, de vie de famille, en pavillon, en banlieue, avec les enfants. Dans quel carcan on se met nous-mêmes et cette société de consommation qui est... Justement, qu'est-ce qui nous rapproche de notre quotidien? C'est-à-dire que c'est une société qui est finalement où sans s'en apercevoir, on devient un petit peu les clones les uns des autres. Et on finit par penser la même chose, par s'habiller pareil. Bon, après, on pourrait penser à Ikea ou des choses comme ça qui font qu'on va tous dans le même magasin, on s'habille à peu près tous pareil parce que la mode fait que... Voilà. Et comment l'être humain, comment la singularité d'un être humain là-dessus, avec tout cet environnement-là, peut continuer à surgir et jusqu'où on peut affirmer sa singularité, quitte à se distinguer de la masse et assumer ce qu'on est vraiment avec ses vrais désirs, ses vrais choix qui seraient pas forcément ceux de tout le monde. Et voilà, pour moi, c'est... Et puis,
Enfin, c'est la question qu'on peut se poser pour moi, que j'ai aimé dans ce roman-là, c'est-à-dire comment l'être humain, au milieu de tout ça, de toute cette pression-là, extérieure, peut continuer à penser par lui-même et à agir par lui-même. Et pas agir parce que la société voudrait qu'on agisse comme ça dans telle situation et dans telle autre. Comment l'être humain se débat avec ce monde uniformisé et consumériste. Et comment on peut s'identifier aussi à ces gens-là? Finalement, on n'est pas très loin. Quand on voit les banlieues pavillonnaires de Marne-la-Vallée, où toutes les maisons sont les mêmes, où c'est des loyers très chers parce qu'il n'y a aucun danger, et finalement on cherche à se rassurer, à pas avoir peur, à pas avoir trop d'étrangers près de chez nous. Finalement, ça se reproduit. Le week-end, on va chez Mickey. On a beaucoup travaillé avec ces banlieues-là, et c'est des jeunes gens, en fait, des jeunes familles qui s'installent là. Et souvent, ils s'installent là parce qu'ils disent ici on est tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être tranquille aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce mode de vie qu'on cherche, en fait? Dès qu'on a des enfants, à s'installer, à se protéger de quoi? À se rassurer. Et puis ces gens-là, finalement, sont confrontés à ce personnage qui est en marche, qui arrive et qui chamboule tout, et à un adolescent qui est le fils de la famille, qui décide de ne pas suivre cette route-là, quoi. De remettre en question voilà. cette Tout va conception dégringoler. de la vie, quoi. En même temps, c'est très drôle. Non, il y a énormément d'humour chez Cheever. Il juge jamais, c'est certainement un des traits communs qu'il a avec Tchekhov, il juge jamais ses personnages. Ils sont pas ringards, ils sont pas coincés, ils sont comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à eux, on peut vraiment les comprendre. Et c'est très drôle parce qu'il le traite avec légèreté et sans juger, sans donner un parti pris, que ce soit dans un sens ou dans un autre, finalement. Il laisse... Moi, je travaille le rôle de Nellie Nails, c'est-à-dire la femme au foyer. C'est assez troublant, finalement, parce que les angoisses sont les mêmes. Hein. Mais peut-être que le conformisme est une forme rassurante. Mais bien sûr, c'est ça dont ça parle. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais quand ce conformisme-là est mis à mal ou est ébranlé par un enfant qui veut plus aller à l'école et que tout à coup on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à mettre de nom parce qu'il traverse une sorte de dépression, qu'est-ce qui fait que cet édifice qu'on croyait si solide par le conformisme social, etc., environnemental, finalement il n'est pas si solide que ça, puisqu'on voit qu'un événement peut fragiliser tout cet édifice-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on accepte cette fragilité, on accepte ce doute, on accepte cette peur, et on essaye de la comprendre et de la guérir, ou alors on rentre dans ce qu'on appelle aussi, dans le déni. C'est-à-dire qu'il y a un problème, alors on l'étouffe, on ne le traite pas, surtout on n'en parle pas aux voisins, qu'on a un enfant qui ne va pas très bien, parce qu'ils vont penser que, etc. Donc ça parle aussi de ça, jusqu'où on est prêt à douter, jusqu'où on est prêt à avoir peur, et de quoi on a peur. Ouais, et quelle est cette peur qui pousse au conformisme aussi? Oui. Ça, c'est intéressant de se Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de se dire que la société de consommation, elle a émergé à cette époque-là, alors que on était en pleine période de guerre froide. C'est-à-dire que c'était l'époque des missiles à Cuba, entre les États-Unis et le RSS. Et on se dit que le fait de vivre avec cette menace comme ça qui planait sur la tête des gens, cette menace de guerre nucléaire, elle correspond à cette époque où on a commencé à consommer, à se rassurer peut-être parce qu'on avait peur de ça. Donc est-ce que la consommation naît de la peur de mourir? Ouh là là.